Welcome to the Extra Mile Podcast. Un podcast bilingue qui vous permet d'approfondir vos idées, vos réflexions et même de nourrir vos connaissances. Every month, on a given subject, we provide access to that extra info you need. Soyez curieux et embarquez avec nous. Be ready to go the extra mile. Allô nos Extra Milers, on est sur un nouvel épisode du Extra Mile Podcast et aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est une table ronde, c'est une première, on voit ça dans la saison 2, on a 2 invités qu'on est particulièrement heureuse de recevoir avec nous aujourd'hui parce qu'on va toucher un sujet qui est plus sensible, qui demande de s'exposer de façon un petit peu plus vulnérable aussi, mais qui vaut ô combien la peine en fait d'être abordé. En fait, on va parler santé mentale, on veut faire connaissance avec l'anxiété, puis on va laisser place en fait au vécu de 2 de nos invités aujourd'hui, Marie-Chantal et Sophia, bienvenue. Alors, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est peut-être une petite mise en garde. Vraiment, là, tu sais, santé mentale, je le dis, c'est un sujet sensible. On veut entendre votre expérience personnelle ou encore, sinon, si ça avait été quelqu'un, justement, l'expérience d'un proche qui connaît quelqu'un qui fait de l'anxiété. Puis, on n'est pas des professionnels, Marie-Philippe et moi, en fait, sur le sujet. Puis, on souhaite avertir justement nos auditeurs, puis aussi nos invités, là, par le fait même, en fait, qu'on ne fera pas de suggestions cliniques durant cet épisode-ci. On ne fera pas non plus d'interprétation de ce qui va être dit. Pour tout dire, en fait, on va recevoir une psychothérapeute en complément à cet épisode-ci. Donc, une fois qu'il aura été enregistré, on va recevoir un psychothérapeute pour vraiment articuler l'anxiété là, au niveau un petit peu plus clinique, justement. Donc, on est vraiment là, Marie-Philippe et moi, aujourd'hui, à titre d'animatrice, à titre d'élève aussi, hein, pour en apprendre davantage sur le vécu d'une personne qui a un diagnostic qui est lié à l'anxiété. Puis, d'ailleurs, justement, là, Marie-Chantal, Sophia aussi, n'hésitez pas à nous faire savoir si les mots ou les expressions que Marie-Philippe et moi, on pourrait utiliser là, au courant de l'épisode, là, justement, sont inadéquats. Là, ça pourrait arriver par mégarde, on le sait pas. Puis, ça nous amène à notre première question pour vous, les filles. Quelles sont les choses, en fait, qu'il ne faut pas dire à une personne qui compose avec l'anxiété, sinon qu'il ne faut pas faire lorsqu'une personne vit un épisode d'angoisse? Écoute, je dirais que, je comprends que c'est bien quand une personne vit de l'anxiété puis le nomme de vouloir normaliser ce qu'elle vit, mais souvent, les gens ont tendance à confondre anxiété et stress. Le stress étant un syndrome tout à fait normal que tout le monde vit dans différents contextes, l'anxiété, étant tout autre chose. Fait que personnellement, se faire ramener ça au stress, comparé avec tu sais, c'est normal, moi aussi, ces derniers temps, j'ai vécu une phase un peu plus stressante pour telle ou telle raison, tu sais, sans venir invalider ce que la personne a pu vivre dans les dernières semaines. C'est pas la même chose. Puis c'est ça, des fois, c'est un petit peu tannant. En même temps, je comprends, là, je pense que c'est dû au fait beaucoup que les gens ne sont pas nécessairement bien éduqués par rapport à la distinction entre les deux. Ça peut porter à confusion, mais voilà. En même temps, je ne veux pas dire que c'est pas quelque chose qui doit être ou qui peut être dit, dans le sens que souvent les personnes sont bien intentionnées. C'est juste que c'est important, je pense, de s'informer davantage sur le sujet, puis sûrement qu'on va permettre aujourd'hui de le faire, un peu, puis de démystifier les nuances entre anxiété et stress, là, mais c'est quelque chose qui revient quand même souvent. Puis là, ça devient des fois un peu redondant de devoir expliquer que c'est pas tout à fait la même chose. Fait que, en tout cas, pour ma part, je lâche prise la plupart du temps, puis je suis comme, bon, OK, c'est correct, là, je vais pas te donner un cours sur comment on distingue l'anxiété du stress, mais bref, ça, c'est un élément là, qui revient souvent. Mm-hmm. Puis toi, Marie-Chantal, qu'est-ce que tu dirais à cette question-là? Je suis vraiment d'accord avec elle. Je dirais que le mot invalider vient me toucher particulièrement parce que des fois, vu que ça se voit pas, il y a des gens qui pensent que parce que ça se voit pas, mais on invente, c'est des choses qui se passent pas vraiment, mais dans le fond, tout se passe dans le cerveau, tout se passe dans notre tête. C'est vraiment nos pensées qui viennent contrôler justement nos émotions et nos comportements. Justement, donc ça, ce petit mot-là, là, ça vient vraiment invalider. Ça vient me toucher personnellement. Oui, c'est sûr. Puis je veux dire, n'importe qui est dans une situation qui se sent impuissant puis qui n'a pas l'impression d'être vu ou entendu pour ce qu'elle ressent ou ce qu'il ressent, ça peut être blessant certainement, et surtout au quotidien. J'ai envie d'y aller avec la prochaine question, puis ça va vous permettre un peu de vous présenter face à l'anxiété aussi. Quels ont été les premiers signes d'anxiété dans votre vie? Donc, peut-être on peut commencer avec Sophia, puis ensuite Marie-Chantal, on va garder cet ordre-là. Parfait.
Oui. Du plus loin que je me souvienne, honnêtement, les premiers souvenirs que je garde de mon enfance, là, toute petite, je vivais déjà de l'anxiété ou du moins des symptômes d'anxiété. Wow. Écoutez, je vais essayer de rendre ça un peu concis pour pas en parler pendant trop longtemps, mais moi, ça s'est manifesté. Moi, j'ai commencé à faire premièrement du patinage artistique à l'âge de 3 ans. Donc, j'étais très, très jeune. J'ai été initiée au sport de compétition rapidement. Un univers dans lequel il y a beaucoup de pression, même en très bas âge. J'ai 2 parents profs également, ce qui a fait en sorte que j'ai grandi dans un environnement où la performance était d'autant plus importante, pas juste au plan du patin, mais également plan académique. Je suis enfant unique, hein, en plus, fait que toute l'attention était beaucoup dirigée vers moi. J'avais la pression d'être à la hauteur, et même plus encore qu'à la hauteur, et de répondre aux exigences que je voyais très élevées. Fait que les premiers symptômes, honnêtement, moi, je me souviens que souvent, j'allais à l'école, j'allais chez des amis au primaire, en vraiment bas âge, j'allais au patin, puis je me plaignais de douleurs au ventre. Puis à un moment donné, ma famille, elle se posait des questions. Mes parents étaient comme, coudonc, notre fille a tout le temps mal au ventre. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. On va aller consulter. Ça pouvait se manifester à l'école, ça pouvait se manifester. Les premières fois où j'ai commencé à découcher chez des amis, vers comme 7 ans à peu près, dans ces eaux-là, c'était récurrent, là, à chaque semaine. Puis il y avait aussi le fait d'être enfant unique, j'étais très, très couvée par mes parents, surtout par ma mère. Fait qu'il y a eu une certaine anxiété, je pense, de séparation à partir du moment où j'ai eu mes premiers découchages, jumelé à tout le reste là, que je vous ai nommé là, sans entrer dans les détails. Fait que c'est ça. Des maux de ventre. On a consulté à plusieurs reprises. J'ai passé des nuits à l'urgence. Je m'en souviens comme si c'était hier quand j'étais enfant, pour finalement se faire dire qu'il n'y avait jamais rien. C'était vraiment des symptômes anxieux qui se manifestaient déjà et c'était récurrent. Ça pouvait survenir dans mon sommeil, à l'école, chez des amis, au patin, après le patin. C'était récurrent et ça a été très, très long avant qu'on détermine que c'était l'anxiété. Je pense qu'en bas âge comme ça, des fois, on est peut-être plus frileux là, à émettre une opinion là, formelle par rapport à ça. On en parlera peut-être plus tard, là, mais éventuellement, ça s'est manifesté en des symptômes encore plus sévères, ce qui m'a mené à des tests cardiaques et compagnie. Là. J'avais des gels complets de la moitié du corps. Je me sentais plus. Fait que, en tout cas, ça, c'est arrivé un peu plus tard, là, mais tout ça m'a mené plusieurs fois à l'hôpital. Puis finalement, pour comprendre après plusieurs années que c'était dû à l'anxiété et non pas à une maladie ou quoi que ce soit. Là. Fait que, ça a été ça les premiers symptômes apparents. Intéressant, parce qu'on en entend beaucoup parler, hein, que l'anxiété va se manifester à travers justement le corps d'abord et avant tout. Hein, c'est sournois, puis certaines personnes vont d'abord aller voir un médecin parce qu'ils vont penser qu'il y a une maladie chronique qui est associée, on va aller voir les troubles digestifs, on va changer l'alimentation. Oui, exactement. Je suis curieuse de savoir, Marie-Chantal, toi, de quelle façon ça s'est manifesté en premier? En fait, pour mes amis, ça s'est toujours manifesté dans le fond. Ils l'ont toujours vu avant moi. J'ai beaucoup d'amis qui me disaient, tu devrais aller consulter, tu devrais aller voir, puis je suis un petit peu plus loin. Puis, je les ai pas écoutés jusqu'à la pandémie. Donc, moi, avant, en 2020, là, j'étais vraiment une personne qui n'était pas capable de rester seule. J'étais tout le temps avec mes amis, tout le temps avec ma famille. J'étais jamais toute seule chez nous. Puis, la pandémie m'a obligée justement à vivre seule parce que je pouvais pas aller voir mes parents, je pouvais voir mes amis. Je commençais à faire des crises de panique jusqu'au point où j'étais comme, mon Dieu, je vais faire une crise cardiaque tellement là, c'était fort parce que justement, on en parle, les symptômes physiques peuvent pas empêcher de vivre, mais peuvent être significatifs. Donc, c'est ça. Puis là, je me suis rentrée 2 fois à l'hôpital volontairement pour justement aller chercher de l'aide. Puis c'est à ce moment-là, là, justement, que j'étais allée chercher l'aide nécessaire là, pour surmonter tout ça. Mais si on revient un petit peu en arrière, toi, ça a l'air d'être plus récent. Tu parlais de pandémie, donc toi, c'est survenu. Moi, c'est plus récent, mais j'ai des petits symptômes. Tu sais, je le vois aller de justement, pas dans ma jeunesse, mais c'est un petit peu plus tôt. Puis là, je me dis, OK, c'est peut-être ça. Mais c'est juste que je le voyais pas de cette manière-là. Je me disais, je suis une fille qui est sociable, je suis pas capable d'être seule parce que j'aime ça être entourée du monde. Mais il y avait comme quelque chose caché en arrière de ça que je suis pas allée grapper là avant ça. OK. Puis là, on n'a pas été loin dans l'épisode à l'hôpital, mais je trouve ça intéressant si jamais tu es ouverte à en parler davantage, peut-être un petit peu plus tard selon les questions qu'on aura. Mais oui.
Honnêtement, on voit le sérieux de la chose. Elle est là, selon moi, la différence entre du stress et de l'anxiété. Selon moi, Exactement. l'anxiété vient vraiment prendre, j'ai l'expression en anglais, take a toll. Ça vient vraiment prendre, je Tout veux dire, le. Ouais, puis même moi, justement, pour faire un petit peu du pouce sur ce que Sophia disait ouais. tantôt, même moi, ça fait comme 3 ans que je vis avec ça, là. Puis j'ai de la misère encore des fois à faire la différence entre le stress et l'anxiété. OK. Des fois, je me dis, ah, je suis anxieuse. OK, non, puis là, je m'arrête Ouais. 2 minutes, je suis comme, OK, non, finalement, ça, c'est du stress, c'est pas de l'anxiété. Hmm. Ouais. Je suis encore en train Même, de décortiquer mes émotions. Là, je suis anxieuse, je suis, tu sais, c'est comme hey, Mm. mais même pour une personne qui a envie, tu sais, c'est pour oui, dire que là, on est là pour. Cet épisode-là va offrir une certaine éducation, je pense, à certaines personnes qui sont peut-être un peu néophytes vis-à-vis l'anxiété, qui n'ont pas beaucoup de connaissances, ou encore une fois, tu sais, on exactement. le disait tantôt, qui sont peut-être un peu maladroits dans les mots Oui. utilisés. Ben, je trouve ça important de faire l'éclairage parce que même pour vous, ça peut être difficile de juste s'asseoir avec soi-même puis faire, Mhm. OK, c'est du stress ou c'est de l'anxiété. Oui, Ouais. parce qu'au même titre que la population générale, nous aussi, on a envie du simple, entre guillemets, du simple stress, là. Ouais. Fait Stress quotidien. c'est ça, des fois, c'est difficile. Puis des fois, c'est comme les deux qui sont jumelés. Il y a un stress dit normal qui va être associé à un événement X, Y, Z, mais qui va être jumelé à l'anxiété. Des fois, ça vient mêlant même pour nous. Puis tu sais, sans vouloir moi, je suis de celles qui sont d'avis que c'est pas nécessairement nécessaire de mettre une étiquette là, sur comment on se sent ou comment on est. Des fois, ça peut aider Mhm. certaines personnes. Pour ma part, ça m'a aidé d'ailleurs, mais je pense que c'est pas une nécessité en soi. Mais effectivement, là, que des fois, tu t'assis, tu t'arrêtes, tu te poses la question, puis c'est difficile pour une personne qui le vit de faire la part des choses. Ouais. Est-ce qu'en ce moment, je suis en épisode anxieux ou est-ce que je vis un stress normal? J'ai l'impression aussi que l'anxiété puis le stress, c'est des choses qui sont très graduelles. Ouais. Des fois, ça arrive à un moment que tu t'y attends pas, j'imagine, là, mais je veux dire, des fois, ça prend du temps à réaliser, OK, je me sens pas bien. Ça peut être aussi, je fais un parallèle, moi, j'ai déjà fait un burn-out. Ça m'a pris du temps à voir que j'étais en burn-out. C'était comme super long. Puis j'ai envie d'aller un peu comprendre les deux, votre processus. Qu'est-ce qui a mené à, bon là, Sophia t'a dit peut-être pas mettre un label, mais à un diagnostic, à une conclusion à tout ça, de comprendre qu'est-ce que vous aviez, qu'est-ce qui a mené à ça? À la compréhension, en fait, du trouble ou de ce Ouais, qu'on ou de vraiment recevoir un diagnostic, de OK, là, je gère un trouble anxieux. C'est un processus long. Encore une fois, je vais essayer d'être C'est ça. concise. Fait que, comme je vous ai dit tantôt, là, pour poursuivre sur la même lancée, ça a commencé à l'enfance avec des symptômes. On n'était pas capable de mettre un doigt sur ce que c'était. On pensait que c'était physique. Finalement, c'était psychologique. Je vous dirais, moi, c'est à l'adolescence que j'ai eu mon diagnostic. Qu'est-ce qui est arrivé, en fait, c'est que des symptômes comme ça, j'en ai toujours eu depuis l'enfance, à différents degrés, différents niveaux, manifestés de façon différente, mais j'en ai toujours eu. Et puis, moi, à l'âge de 11-12 ans, parce que moi, j'ai grandi en Abitibi jusqu'à mes 11-12 ans à peu près. J'ai déménagé, j'avais 11 ans, je pense, milieu 5e année. Fait qu'en plein milieu d'année scolaire, 5e année, ma mère a dit, on s'en va au Saguenay, on déménage pour que tu puisses faire du sport-études. Parce que, comme je vous ai dit, le patin, c'était un gros morceau. Mes parents me voyaient comme une potentielle future athlète olympique, fait qu'ils me fondaient beaucoup d'espoir sur moi. Fait que là, puis moi, j'avais évidemment pas mon mot à dire à cet âge-là. Fait que le père reste au Saguenay, pas que à Rouen, excusez-moi, à Rouyn-Noranda. Pas que mes parents étaient séparés, mais c'est vraiment des choix qui ont été faits pour la carrière à ma mère et pour mon sport à moi. Fait que là, bon, j'ai été déracinée complètement. Moi, je suis partie en plein milieu de l'année scolaire. On m'amène au Saguenay. Mon père reste en Abitibi. Je déménage avec ma mère. J'intègre une nouvelle école. En milieu d'année scolaire, sport-études, dans une classe de 5-6e année. Moi, j'étais en 5e, j'avais du monde de 6e dans ma classe. Le choc, pour vrai, là, puis je me rappelle, là, c'était épouvantable. C'était des nausées à tous les jours, c'était des vomissements, c'était de la peine, c'était de la colère, c'était vraiment difficile à vivre. J'avais de la difficulté à m'intégrer aussi de par ma gêne un peu. J'ai toujours été un peu anxieuse socialement. Ça va vraiment mieux aujourd'hui, mais à l'époque, c'était handicapant, vraiment handicapant. Là. Je parlais pas, je prenais mon trou, comme on dit. Puis là, c'est ça. J'arrive dans une classe bondée de monde où tout le monde se connaît, se suivent depuis plusieurs années.
dans une classe de 6. Fait que moi, je vois de la matière une année plus élevée que moi. Je m'adapte à ce niveau-là. Je m'adapte aussi au fait que là, je vais à mon sport l'après-midi, puis que versus le programme régulier, puis le sport de soir, c'est vraiment plus intensif au patin. Là, on est là pour former des athlètes, tu sais. On n'est pas là pour simplement du récréatif. Fait que là, c'était comme double pression. Pour rester aussi dans le programme, il faut que tu aies des certaines notes parce que sport-études, c'est pas accessible à tout le monde. Bref. Ma capacité d'adaptation a été beaucoup mise à l'épreuve à ce moment-là et en bas âge quand même. Là. Et au patin, je dois dire que c'était pas facile parce que c'était des personnes qui suivaient depuis des années puis des personnes très extraverties. Alors que moi, j'étais une enfant qui était quand même beaucoup dans sa bulle. Le patin, pour moi, ça avait toujours été un bel échappatoire, quelque chose qui me passionnait, qui me faisait du bien. Puis c'est triste parce qu'à partir du moment où j'ai intégré le sport-études, c'est devenu quelque chose de lourd. C'est devenu un boulet que j'ai traîné pendant les années qui ont suivi parce que mes parents refusaient de me retirer du sport-études sous menace, chantage, comme quoi ils allaient m'envoyer au privé puis que ma vie allait être épouvantable si j'arrêtais le patin. Là. Fait que moi, je restais là de force un peu. M'excuse, papa, maman, je vous aime beaucoup. Je sais que c'était pas mal intentionné, mais c'est quand même l'impact que ça a eu sur moi. Puis c'est ça, au patin, je m'intégrais vraiment pas. Je vivais certaines choses qui, pour moi, s'apparentaient à une forme d'humiliation des fois, sans rentrer dans les détails. Ça a été vraiment difficile. Je me rappelle, à un moment donné, je me suis blessée, je me suis fait une entorse au patin. J'ai été déplacée en arrêt, là, obligée pendant quelques semaines, et ça a été un soulagement extrême. C'est fou, hein? Ouais. C'est fou quand même de dire que tu as eu une blessure, puis pour toi, c'était un soulagement. Oui, mais j'entends ça, là, juste pour les parents qui vont écouter l'épisode aussi, là, à quel point c'est de réfléchir aussi à nos enfants, puis d'être à l'écoute des signaux, puis de ce que l'enfant peut nous dire. En tout cas, je te laisse continuer, mais je trouve qu'on en apprend, pas juste sur l'anxiété. Oui, puis des fois aussi, ce qu'on vit au primaire, au secondaire, quand tu es jeune, c'est exacerbé ce que tu vis. Tu te sens tellement impuissant, puis c'est tout nouveau. Oui, tu peux pas te projeter. Là. C'est ça, puis j'ai envie de dire que d'avoir une pression extérieure, ça peut être énorme à cet âge-là, là, vraiment. Oui, puis tu veux plaire, tu sais. Tu as le désir de plaire à tes parents, là. C'est comme si le patin aussi, c'était devenu anxiogène pour toi. C'est ça, j'ai complètement perdu le beau qui, pour moi, entourait ce sport-là, tu sais. Ouais. Puis c'est triste, c'est d'une tristesse, tu sais, je le dis souvent. Après que j'ai arrêté, ça m'a pris 2 ans à rechausser des patins parce que j'étais en trauma, là, littéralement, pour vrai. Puis finalement, c'est ça. J'ai fait ma 5e année, 6e année comme ça. Secondaire 1, j'ai dit à mes parents, j'ai dit, là, après mon secondaire 1, c'est fini, j'arrête le patin, je suis plus capable. Ils voulaient pas. C'était le chantage, si t'arrêtes, on te place au privé, puis là, c'est là que ça embarquait. Puis moi, je m'étais fait un réseau. Je voulais pas encore vivre le déracinement, puis revivre tout le changement d'école, me créer un nouveau cercle social. Fait que je suis restée au sport-études de force, un peu à contre-cœur. Je me suis reblessée, j'étais contente. Je revenais à la maison, je vomissais, j'étais malade, j'avais mal au ventre, au cœur. Je skippais les cours parce que j'en avais des nausées. C'était... Mais de ce que j'entends, là, avant qu'on tombe dans comment tu es allé vers ton diagnostic, ça me fait penser à une étude que j'ai lue. En fait, il y a le magazine Québec Science là, qui existe en ligne, puis ce qu'ils ont sorti, en fait, c'est ce qui m'a emmené tout à l'heure pendant que tu parlais à retrouver mes notes. Ils ont parlé, en fait, d'écrire un peu l'anxiété comme une allergie à l'incertitude. Ce que j'entends beaucoup chez toi, Sophia, c'est... puis Marie-Chantal, c'était plus la période de pandémie, donc j'entends plus un petit peu l'anxiété qui a été motivée, entre autres, par le fait d'être isolée, par le fait de ne pas être en contact avec autant de gens qu'à l'habitude. Écoute, on pourra retourner là-dessus tantôt, mais Sophia, j'entends les changements, j'entends le devoir d'adaptation, j'entends la pression sociale. Donc, ce qu'on disait justement, c'est qu'on s'y référait comme une allergie à l'incertitude et parmi les facteurs qui peuvent aussi peser dans la balance et non pas juste les stress environnementaux qui peuvent amplifier l'anxiété, on nommait là-dedans, en fait, non seulement le tempérament de la personne, mais un traumatisme ou sinon une enfance difficile, avant même de parler d'hérédité ou encore de l'avoir appris en contexte familial d'un parent. Puis on dit que ça va prendre 2 générations avant de se défaire d'un trouble anxieux. Si on voit que on dirait que ça coule dans les veines de la famille, là, simplement parce qu'on peut venir qu'à changer nos habitudes de vie puis notre façon de penser à travers la thérapie, entre autres, on ira là-dessus tantôt. Mais je trouvais ça intéressant, le lien avec ce que tu viens de dire. Effectivement, mais souvent, ça se rapproche beaucoup du trouble d'adaptation. Puis pour ma part, c'est beaucoup ça. J'ai vécu beaucoup de changements, beaucoup d'incertitudes au courant de ma vie. Puis c'est comme si les mécanismes d'adaptation que j'avais mis en place étaient un peu inadaptés la plupart du temps. Puis on y reviendra parce que l'anxiété m'a amené à adopter d'autres comportements un peu problématiques par la suite, comme pallier, un appel. Fait que
Bref, tout ça pour dire, c'est ça, des difficultés au plan d'adaptation. Donc, bref, tout ça pour dire, secondaire 1, terminé ma 3e année de sport-études, j'ai fait ma 2e secondaire de force en sport-études encore. Et là, à la fin de l'année, j'ai dit, là, j'en peux plus, je suis déjà malade, mais je vais me rendre encore plus malade si je continue. Fait que, gars, c'est correct, mettez votre chantage, vos menaces à exécution, peu importe, envoyez-moi au privé, j'en ai rien à foutre, rendu là, je peux plus. Ma limite est atteinte. Oh, Fait que, comme wow. de fait, ils m'ont shippé au privé. Ils m'ont envoyé au privé. Et là, réintégration complète, encore une fois, de A à Z. J'ai intégré la nouvelle école et là, tu sais, quand je parlais un peu de mécanisme d'adaptation inadapté, c'est quand je suis rentrée en 3e secondaire au privé que là, j'ai commencé à développer un trouble alimentaire. Fait que ça a été c'est comme si je perdais le contrôle sur tout. J'avais plus le pouvoir sur mes décisions. C'était un peu mes parents qui régissaient, qui géraient ma vie, qui prenaient les décisions à ma place. Moi, je m'y pliais, je vivais avec les conséquences que ça engendrait et tout, sans jamais ouvrir ma bouche, sans jamais me plaindre, juste en Mais j'entends que suivant même leurs si tu te directives. plaignais, c'était pas entendu. Ouais, Donc, le fait d'être pas entendu, je pense effectivement. que ça aussi, ça génère de l'anxiété, là. Effectivement. Fait que, écoutez, c'est comme si le moyen que j'avais trouvé de prendre le contrôle sur quelque chose, c'est par l'alimentation. Puis c'est très insidieux, les troubles alimentaires, pour ceux qui l'ont déjà vécu. Fait que là, bref, ça s'est transposé dans le contrôle de la nourriture. J'ai comme une question pour toi, Oui, mais vraiment, tu sais, en tant qu'élève, là, comme Elsa l'a dit, puis peut-être que ça va être tellement pas délicat que ce que je vais dire, puis tu me le vas-y. diras, mais est-ce que tu as l'impression que ton trouble alimentaire a comme été une conséquence de ton trouble d'anxiété ou tu penses tu vois ça comme 2 choses complètement différentes? Oui, mais c'est 2 troubles de santé mentale, en fait. Moi, je pense que c'est vraiment interrelié, là. Moi, je OK. pense que le trouble... Ben, en fait, je m'explique. Je pense que le développement initial de mon trouble alimentaire était relié à mon anxiété. OK. OK. Mais un trouble alimentaire, une fois que c'est C'est instauré, déclenché, ouais. c'est difficile de s'en débarrasser. Fait que par la suite, c'est comme devenu un trouble vraiment distinct. J'ai Ouais. l'impression, à part de l'anxiété, mais ça a été initié par OK. mes difficultés d'adaptation puis l'anxiété que je vivais à ce moment-là. OK. Fait que c'était comme vraiment une reprise de contrôle d'une certaine manière sur ma vie. Et malheureusement, mais ça a perduré plusieurs années. Aujourd'hui, je suis fière de dire que j'en suis guérie là, depuis quand même un certain temps. Mais, mais merci. Mais pour vrai, ça a été très, très difficile. Là, j'ai passé par la psychiatrie. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est dans cette période-là, c'est ma première année où je suis rentrée au privé, j'ai commencé à aller consulter une TS à l'école ou TES, peu importe, sous conseil d'amis que je m'étais faite à l'école parce qu'ils étaient comme Sophia, tu vas pas bien, il se passe quelque chose. Fait que bref, je suis allée consulter madame et j'ai eu une référence en psychiatrie, puis à un moment donné, d'aller voir mon médecin. J'ai rencontré mon médecin, puis là, bref, à force de consulter psychologue, psychiatre, médecin, j'ai eu le premier diagnostic là, de anxio-dépression, qui est, je suis allée voir tantôt, là, parce qu'on dirait que je me rappelais plus trop comment je pouvais définir ça, l'anxio-dépression, mais c'est un trouble anxieux et dépressif mixte. Fait que c'est vraiment des symptômes de dépression et d'anxiété qui souvent sont interreliés. Fait que moi, je vis avec la dépression et l'anxiété de façon récurrente. C'est quelque chose qui est toujours présent dans ma vie. Il y a des phases où ça va mieux, des phases où ça va moins bien, mais c'est toujours présent. Est-ce que c'est épisodique, un peu comme Ouais. on pourrait dire, c'est épisodique, Ouais. genre des fois ça va être plus dépressif, des fois ça va être plus anxieux? Oui, exactement. Des fois, ça va être on ira dans les déclencheurs. Ça va être intéressant de savoir chez l'une comme chez l'autre, ça peut être très différent. Hein? C'est très subjectif. Oui, exactement. Ouais. Puis, j'en ai pas parlé, mais tantôt, je vais quand même faire un peu de pouce là-dessus. Je vais pas nécessairement entrer dans les détails par rapport à ça, mais je pense que c'est important pour bien comprendre la suite de mon parcours de mentionner que moi, à l'enfance, j'ai vécu des traumas au plan des blessures d'abandon très, très, très profondes, là, très importantes, là, des abandons répétitifs, familiaux, bref. Ça a vraiment c'est venu réveiller quelque chose qui s'est manifesté plus tard, là, surtout dans mes relations amoureuses, à partir du moment où j'ai eu l'âge de développer des relations amoureuses. Puis ça, c'est beaucoup venu amplifier là, mon anxiété dans ces contextes-là bien précis. Là, ce qui fait que je me suis souvent tenue loin des relations amoureuses, sachant que ça me plaçait à risque de désorganisation. Fait que, bref, tout ça pour dire, c'est à ce moment-là, c'est à l'âge de 14 ans que j'ai eu mon premier diagnostic. J'ai été suivie là, jusqu'à mes 18 ans par une équipe spécialisée, là, psychologue, psychiatre, nutritionniste, médecin, à chaque genre 2 semaines.
OK. Voilà. Fait que grosso modo, je m'en rappelle pas c'était quoi la question initiale. Mais non, mais ça c'est permet parfait. C'est exactement ça. Voilà. Tu as bien répondu, puis C'est je ça. sais qu'on peut aller encore plus loin, mais je vais laisser la place peut-être à Marie-Chantal de maintenant Oui. de nous expliquer, toi, comment tu as enfin compris ce que tu avais, puis tu as pu mettre des mots sur ce que tu ressentais. En fait, c'est justement quand je parlais de la pandémie en 2020, je commençais à avoir des épisodes justement de crise de panique. Ouais. Là, j'appelais mes parents, puis j'avais le cœur qui serrait, puis je me disais, voyons, je suis en train de faire une crise cardiaque. Puis mon père me disait, voyons, tu peux pas faire une crise cardiaque à ton âge. Puis là, finalement, j'ai appelé mon médecin, puis j'ai pris rendez-vous avec elle, puis je me suis dit, bon, je vais aller pousser un petit peu plus loin. Donc là, je lui parle de tout ça, puis là, elle me dit que j'avais, dans le fond, que je faisais de l'anxiété, justement, liée à la pandémie, j'avais comme des petits épisodes de crise de panique. Donc, elle m'a prescrit de la médication. À ce moment-là, dans le fond, je suis allée chercher la médication et chose à ne pas faire quand on prend la médication, c'est d'aller voir les effets indésirables, les effets secondaires sur Internet. Parce que les effets secondaires des antidépresseurs sur Internet, il y a comme une petite onglet qui dit que pour les jeunes personnes, les antidépresseurs peuvent donner des idées suicidaires. Donc là, moi, je dis ça. Je vois ça et là, crise de panique totale. Je prends mon auto, je m'en vais à l'hôpital et là, je suis en crise de panique intense. Mais je là, comprends. je rentre. Puis là, la maman, c'est ironique, là. C'est d'aller chercher des médicaments pour contrer ça, excusez-moi, puis là, ça génère. Mais je veux pas te couper, mais je veux juste comprendre comment ton médecin, ça a été quoi son approche, c'est de te rencontrer une fois puis automatiquement te prescrire. En fait, c'était au téléphone. Parce que justement, avec la pandémie, c'est le début de la pandémie, là, il ne pouvait plus vraiment voir de personne en vrai. Donc là, je lui explique qu'est-ce qui se passe, que j'avais de la misère à dormir, j'avais de la misère à manger, je me sentais pas bien seule. Et tout ça. Donc là, c'est là qu'elle m'a dit, je vais te prescrire des antidépresseurs justement pour t'aider à retrouver un petit peu le dessus. Le dessus. Donc là, c'est ça. Je suis à l'hôpital, justement, puis c'est pour dire que j'en ai pris des antidépresseurs, puis j'ai pris des idées suicidaires. Donc, c'est vraiment juste, ils n'ont pas le choix de mettre ça, en fait. C'est ce qu'ils m'ont expliqué, ils n'ont pas le choix de mettre ça parce que pour les jeunes personnes, des fois, ça peut comme venir débalancer. Peut-être avec les hormones, les changements hormonaux à l'adolescence et tout ça, là, ouais. Donc là, c'est ça. Je me suis rentrée à l'hôpital, je suis retournée. En fait, je suis allée habiter chez mes parents pendant 2 semaines. En fait, là, je suis allée voir un médecin. Le médecin m'a dit pourquoi tu es ici. Fait que là, je lui ai expliqué que je faisais des crises de panique chez moi et tout. Puis elle m'a dit je peux pas je vais te retourner chez toi, tu as l'air de bien aller. Donc là, je lui ai dit, mais moi, je retourne pas chez moi, je peux pas y aller, je retourne pas seule. Puis là, elle m'a mentionné qu'elle allait me faire voir un psychiatre. Puis j'ai dit, c'est justement ça que je voulais. Donc là, je suis allée voir un psychiatre. Puis à ce moment-là, on avait des contraintes. On ne pouvait pas retourner chez nos parents si on n'habitait pas là par avoir des amendes. Puis là, mon père me disait, je t'aime, mais comme j'ai pas le goût de payer 5 000 $ pour que tu viennes habiter ici. Donc là, j'en ai parlé au psychiatre et la psychiatre m'a fait un message, un lien médical. Elle m'a renvoyé chez mes parents. Puis elle m'a dit, prends pas les antidépresseurs tout de suite parce que tu vas aller mieux juste en allant chez tes parents. Tu vas retourner un petit peu dans du connu, dans ce que tu connais, dans ta routine. Ça devrait aller mieux dans 2 semaines. Les avais-tu déjà commencé? Je les avais pas commencé. OK. Juste faire une parenthèse là-dessus. Oui. Des fois, là, moi, en tout cas, ça a été ça l'approche. Là, juste de comme avoir une prescription en main puis de savoir qu'elle était accessible puis que si tu en as besoin, tu peux aller la chercher à la pharmacie. Juste ça, des fois, c'est assez pour comme, apaiser un peu. Moi, l'anxiété, moi, ça a été prescrit vraiment longtemps. Puis ça a pris des mois avant que j'aille la chercher, mais comme ça m'apaisait de savoir que c'était accessible si jamais je décidais que je voulais. Oui, exact. Vraiment intéressant. Ouais. Puis là, dans le fond, je suis retournée chez mes parents pendant 2 semaines et j'avais pas d'emploi à ce moment-là parce que tout était fermé. 2 semaines plus tard, là, les emplois recommencent. Donc là, mes parents me disent, tu sais, faut que tu retournes chez vous ou que tu recommences à travailler. Donc, je m'en vais chez moi. Je suis arrivée à 3 heures dans mon appartement. J'ai pleuré jusqu'à 9 heures le soir, non-stop. Puis là, il n'y avait rien à faire avec moi. Là. Je savais pas ce qui se passait. J'avais de la peine. Je me sentais seule. Donc là, j'ai appelé mes parents. Puis là, j'ai dit, là, il faut qu'on fasse quelque chose parce que là, ça va pas. Mon père, à ce moment-là, il avait pris de l'alcool. Donc, il m'a comme dit, j'aimerais ça venir te chercher, mais je peux pas. Il m'a dit qu'il allait m'envoyer de l'aide. Donc là, la police est débarquée chez moi parce que dans le fond, mes 2 parents avaient bu. Donc là, ils m'ont comme aidé à comprendre qu'est-ce qui se passait. Ils m'ont fait appeler à un organisme qui s'appelle PECH, qui est un organisme qui est en lien avec la police. Puis là, en fond, ils m'ont posé des questions. Ils m'ont demandé si j'avais peur pour ma vie. J'ai dit que non, j'avais pas peur pour ma vie, mais que il fallait que j'aille de l'aide parce que justement, comme ça allait pas bien. Ça se gérait plus. Donc,
Ouais, donc là, je me suis auto-rentrée à l'hôpital. Wow. J'avais le choix, soit l'auto de police ou l'ambulance. Je me suis dit, auto de police, c'est gratuit. Donc là, je me suis rentrée à l'hôpital cette fois-là. Mais tu as eu J'ai pas du dormi de la... courage, honnêtement, de faire ça Vraiment. les 2 fois, de te rentrer à l'hôpital Ouais, de par toi-même, là. C'est bravo. Puis mais il y a le facteur aussi qui peut être épeurant, tu sais, un peu tantôt, tu as dit, tu sais, de lire un peu les conséquences d'un médicament, les symptômes, oui, mais aussi de se dire, OK, là, je suis en train de réfléchir, d'aller avec la police, my God, c'est sérieux, puis de s'auto-créer de l'anxiété de par oui, sa propre prise en charge, parce qu'on voit, on oui, voit ça gros, tu sais. Mais en tout cas, oui. toutes mes félicitations, là. Je Mais suis à ce comme, moment-là, je pense que tu vois ça comme un soulagement parce que tu te dis, Ouais. OK, là, je vais oui, avoir de l'aide. ouais, Donc là, c'est ça. Puis j'ai rencontré à ce moment-là, dans le fond, une résidente en psychiatrie qui, elle m'a dit, dans le fond, elle m'a quand même ramené un petit peu c'est pas la contre-indication, mais ce que j'avais lu, ça m'a dit présentement, elle dit, dans l'état que tu es là, tu as plus de chances De en parenthèse développer ça. de développer ça Des pensées que, noires. tu sais, c'est ça, des pensées noires que si tu prenais les médicaments. Donc là, ça m'a comme, tu sais, rentré dedans. Donc là, j'ai commencé la médication, je suis retournée chez mes parents, dans le fond, prendre la médication en même temps de faire une thérapie avec la résidence en psychiatrie. OK. Pour vrai, ça a juste tout changé. Et avant, j'étais pas capable d'être toute seule. Zéro Wow. capable. Puis maintenant, là, j'aime ça être seule. Je choquerais des soirées entre amis pour comme être chez nous avec wow. mon chien, mon verre de C'est vin, puis fou. c'est Ça ça. apprend C'est d'être bien Puis, avec soi. puis Il y a j'allais une dire différence. la résidente en psychiatrie te dit, oui, mais j'ai souvent entendu ça aussi que, tu sais, quelqu'un qui fait un épisode de dépression très grave ou d'anxiété très grave, ça peut mener à des psychoses, puis carrément des pensées suicidaires, il faut le dire, là. exact. C'est tellement important justement d'aller chercher les outils Ouais. comme tu l'as fait, puis comme Sophia aussi l'a fait, là. Puis une déconnexion de la réalité, là, vraiment aussi. Vraiment, c'est ça. Mhm. Puis, tu sais, personnellement, moi, ma peur principale, là, c'est dans le fond, avec mon anxiété, c'est la mort. Mm. C'est ça ma peur. Puis, dans le fond, que je vais jamais vouloir poser de gestes contre moi. Donc là, c'était comme les deux qui venaient juste se tanner un petit peu dans ma tête. Ouais. Là, j'étais comme, OK, là, je suis allée chercher l'aide nécessaire justement pour avancer, puis me voilà aujourd'hui. Pour faire du pouce sur ce que Wow. tu viens de dire, à ce jour, les deux, chacune à Oui. votre tour, comment votre anxiété vous affecte au quotidien? C'est quoi les choses qui déclenchent votre anxiété? C'est quoi vos triggers, si on veut dire un peu? Moi, c'est mes relations. OK. Dès que j'amorce une nouvelle relation, c'est ma blessure d'abandon ou plutôt ma peur de l'abandon qui se remanifeste. Mais comme souvent, c'est moi-même qui vais saboter mes relations en ayant tellement peur de me faire abandonner, puis en anticipant tellement cet abandon-là, en me disant s'il n'y arrive pas demain, mais ça va être dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois. Fait que c'est tellement invivable, insoutenable, juste cette pensée-là, que je projette en fait souvent mes insécurités, mais également je me sabote tout simplement. Je m'arrange pour que les relations terminent d'une manière ou d'une autre, toujours de façon très subtile, hein, dans le sens que je ne vais jamais dire officiellement que je mets fin. Ben oui, là, mais je veux dire, la plupart du temps, comment je pourrais expliquer? Hein? Je m'arrange pour me faire réellement abandonner. Je m'arrange pour me faire abandonner, pour venir confirmer le fait que j'avais raison puis que j'allais me faire abandonner, puis venir comme alimenter ça, puis comme juste à chaque fois. C'est ça. Fait que c'est vraiment insidieux, c'est vraiment vicieux comme cercle. Je travaille fort pour y mettre fin. Chaque relation pour moi, puis là, je parle vraiment surtout des relations amoureuses, même si ça se manifeste aussi dans mes relations amicales. Oui, j'allais poser la question, tu sais, c'est-tu... Oui, c'est beaucoup plus dans mes relations intimes, amoureuses. Chaque relation, pour moi, est un nouvel apprentissage. À chaque relation, je vois que j'ai évolué un petit peu par rapport à ça, petit pas par petit pas. Ça. Vraiment. Mais non, pour vrai. Puis, tu sais, j'ai vécu une relation difficile en 2019 à peu près. Et en fait, tu sais, j'avais mentionné tantôt que j'avais eu certains symptômes physiques, là, des paralysies là, qui m'avaient amené à l'hôpital. Ben, c'était dans cette période-là. Tu sais, je me rappelle, là, j'avais la moitié du visage paralysé. Puis là, j'étais allée à l'hôpital. On pensait que, tu sais, il y a un AVC. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, on fait une panoplie d'examens à plusieurs reprises. Puis à chaque fois, le médecin venait me voir en disant « T'as rien.
souffres d'anxiété. C'est comme, bon, OK, je repars chez nous. Puis, tu sais, Comment on se sent, justement? Je pense j'ai l'impression que tu t'es fait souvent dire ça par rapport à ce que tu ressentais physiquement de ben t'as rien, hein, t'as de l'anxiété. Comment on se sent quand on se fait dire ça de même, comme si c'était banal? Ouais, ben c'est pas facile, mais on dirait que, je sais pas, j'ai l'impression que souvent, je m'en vais chercher. J'ai l'impression que souvent, mes symptômes physiques, mettons, vont se manifester. Le psychologique, c'est tellement fort, là. Oui. Inconsciemment, je vais avoir des symptômes physiques qui vont se manifester, mais j'ai l'impression qu'en bout de ligne, ce n'est que ils me permettent simplement d'aller chercher comme une validation De de confirmer. mon diagnostic ou encore me permettre d'aller chercher un soutien ou une aide de mes proches parce que je ne suis pas capable de le demander autrement. Si ça se manifeste par des symptômes physiques, mais c'est comme si là, c'était valide de demander de l'aide, de demander un soutien, d'appeler mes proches en disant là, je vais perdre connaissance, là, j'ai plus de souffle, là, je suis plus capable de respirer, là, je suis paralysée. Fait qu'ils vont se déplacer pour moi. Il y a des risques physiques. Alors que si j'appelle en disant je suis en détresse émotionnelle ou je fais de l'anxiété, ben, j'ai l'impression que là, c'est comme pas assez valide pour. Parce qu'on le voit pas. Mais ça Non, m'emmène mais à une question. Oui, puis je veux vous entendre les deux là-dessus. Peut-être que Marie-Chantal, tu vas vouloir faire du pouce sur ce que Sophie a dit. Comment est-ce que la société, de façon générale, parce qu'on veut vraiment que cet épisode-là soit éducatif pour tout le monde qui nous écoute, mais aussi pour ceux qui vous connaissent et qui vous écoutent de près ou de loin, comment est-ce que les gens peuvent mieux comprendre, mieux aider ceux qui souffrent d'anxiété? C'est quoi les bonnes choses à faire quand quelqu'un est soit en état de crise ou encore, juste de façon générale, how to handle somebody like that? Tu sais, comment gérer? Ben, moi, ce que j'essaie d'expliquer au monde, là, c'est l'anxiété, tu le vois pas. C'est comme, par exemple, la personne qui est diabétique, son pancréas, il fonctionne pas bien. Dans le sens que si la personne te dit, mais comme, je suis en train de faire une crise d'hypoglycémie, tu vas aller la voir, mais il faut autant aller voir la personne qui est en train de te dire, je suis en détresse émotionnelle, justement, parce que c'est pas parce que tu vois pas quelque chose que c'est pas réel, que c'est pas là. Et c'est sûr que pour aider quelqu'un, il y a tellement de façons possibles, ça dépend de la personne, ça dépend de chaque type de personne aussi, là, ça dépend de la situation. C'est sûr que d'écouter la personne, de la laisser parler, communiquer comment elle se sent, c'est la meilleure chose à faire. Si la personne a besoin de proximité, mais prends-la dans tes bras, puis flatte des cheveux et dis que ça va bien aller. Il y a des personnes, c'est sûr, qui n'aiment pas la proximité, mais moi, personnellement, si je suis en train de faire une crise de panique, prends-moi, puis comme serre-moi du plus fort, puis dis-moi que ça va bien aller, puis j'ai même pas besoin que dans le fond, que la personne m'aide à me donner des conseils, à me dire fais ci, fais ça. C'est juste serre-moi dans tes bras, dis-moi que ça va bien aller, puis dans 2 minutes, ça va mieux aller. Parce que justement, c'est des peurs, c'est notre cerveau qui crée des scénarios qui ne vont pas arriver. C'est irrationnel, c'est complètement irrationnel. C'est vraiment d'accueillir. C'est vraiment d'accueillir. Puis aussi, les conseils, présent. C'est ça, les conseils viendront après coup une fois que la crise sera désamorcée. Là. Mais moi, puis je vais parler pour moi parce que c'est peut-être différent pour chacun, mais moi, les crises de panique, j'en ai pas fait souvent des vraies crises de panique là, au point d'en avoir le souffle coupé, mais les fois où ça m'est arrivé, ce que j'avais besoin, c'était un pot à pot. C'est niaiseux de même, là. Un pot à pot. Là. Puis je te dis pas d'être torse nu là, à se coller à moitié nu, là, mais ça peut être simplement un pot à pot comme main dans la main ou comme qui me touche la cuisse. Tenir le front, genre. Oui, exactement. C'est vraiment un pot à pot. Puis c'est de juste me dire, je suis là. Genre, je suis là. Je vais être là le temps qu'il faut jusqu'à ce que ça soit désamorcé. Tu es accompagné. Parce que quand tu es tout seul, quand tu te sens tout seul dans un moment comme ça, mais ça ne fait que exacerber l'anxiété. Ben, je dirais même, tu sais, tantôt quand tu as dit un peu de se baigner dans sa miséricorde, puis de dire mais je suis malheureuse, mais je vais alimenter ce malheur-là, mais c'est de se dire regarde, je suis seule, mais justement, ça prouve personne m'aime, personne ne veut m'aider. Fait de rester là, de s'isoler, puis de juste d'amplifier le sentiment. Là. Exactement. Puis tu sais, ça c'est beaucoup qu'il faut. C'est tellement complexe, là, mais je vais embarquer dans quelque chose. J'ai en tête une crise de panique, la première que j'ai faite. Puis je veux tellement pas, là je vais le nommer, là, puis sûrement que j'ai des amis qui vont écouter ce podcast-là, puis ils vont se rappeler de cet épisode-là, puis je veux vraiment pas que comme qui que ce soit se sente mal, mais pour moi, c'est quand même important de le nommer. Puis, tu sais, on se rappelle que moi, mon anxiété est beaucoup liée à ma peur de l'abandon, puis à l'impression que je suis souvent insuffisante. Oui, au plan amoureux, mais également dans mes relations amicales. Fait que dès que j'ai un refus, dès que j'ai un non, dès que j'ai un retrait, c'est comme si ça venait me confirmer
les pensées irrationnelles que j'ai là, par rapport à l'abandon. ma valeur ou peu Mhm. importe. Puis c'est ça, cette première crise de panique-là, je me rappelle, j'habitais en colocation dans ce temps-là, mais ma coloc était à l'extérieur de la région. J'habite loin de chez mes parents. J'étais à Québec, eux étaient au Saguenay. C'était un soir tard, dans le temps de ma relation que je vous parle, 2019, là, où j'ai fait une paralysie, puis en tout cas, c'était pas super sain, disons, comme relation, mais bref. Ce soir-là, fous-moi pourquoi, première crise de panique. J'ai le souffle coupé, je suis plus capable d'être debout. Là. Je suis genre assise au sol, je suis couchée sur mon plancher pour avoir un contact là, sur tout mon corps. Plus capable de respirer. Si je me lève, ça tourne. J'ai le souffle coupé, je suis plus rationnelle, là, je me mets à paniquer. Là. Ça ne fait évidemment qu'exacerber la panique. J'appelle des amis, je texte des amis. La plupart des gens sont à l'extérieur de la région ou comme à 1 heure de route dans un chalet ou peu importe. Il y a quelques personnes qui sont dans la région, mais ils ne se sentent pas nécessairement outillés pour m'accueillir comme je suis en ce moment. Puis, tu sais, je comprends, là, c'est anxiogène aussi pour les personnes qui reçoivent ça. Là, c'est difficile. Là, surtout quand tu tiens à la personne qui est devant toi, puis que je pense que ça peut vraiment être difficile à vivre. Mais bref, je me rappelle que ce moment-là ne fait que. C'est comme si ça m'avait confirmé que je ne vaux pas assez pour que quelqu'un vienne à mon Parce secours. que tu avais l'impression que personne venait à toi? Exact. Genre, les autres ont mieux à faire que venir m'aider alors que j'ai l'impression que je suis au bord de la mort. Là. Je vais mourir là, si ça continue comme ça dans les prochaines minutes. Puis il n'y a personne qui tient suffisamment à moi pour minimalement m'amener à l'hôpital. Vous comprenez? Bref, finalement, j'ai un ami qui est venu là, quelques temps plus tard. Mes parents sont descendus du Saguenay là, durant la nuit. Puis ça s'est apaisé au simple contact avec un humain qui était là avec moi pour juste sa simple présence. C'est juste ça qu'il me fallait. Je vois Marie-Chantal hocher de la tête. J'ai l'impression que ça résonne avec toi aussi, ce que Sophie a dit. C'est juste que moi, j'en ai déjà fait, dans le fond, des crises de panique comme dans un appartement, mais mes crises de panique les plus intenses, c'est en avion. Parce que j'ai pas le contrôle. Fait que souvent, je fais juste passer la gate, puis je me mets à pleurer. Puis souvent, les hôtesses de l'air font juste courir. Puis la plupart du temps, ils font juste m'amener comme à l'hôtesse de l'air qui est dans l'avion, puis ils font comme « Oh, on va te faire rencontrer le pilote. » Mais moi, c'est pas ça que je veux juste me partir. Excuse, je ris, mais ça me fait rire. Non, mais en chaque fois, c'est ça. Puis là, mes amis me regardent tout le temps à chaque fois, ben comme, qu'est-ce que tu fais? Mais tout ce que j'ai besoin, c'est juste de réconfort, justement. La dernière fois que j'ai pris l'avion, l'hôtesse de l'air, il m'avait apporté une boîte de Kleenex, chocolat, puis il m'avait apporté une tablette en disant « Tiens, tu vas pouvoir écouter un film. » Tu sais, une sorte que j'en demandais pas autant, mais juste me faire, moi aussi, tu sais, dire ça va bien aller, on est là pour ça. Ces dernières crises de panique en avion, au décollage. Ma jambe shake, là, je n'ai plus rien à faire. Puis là, je regarde mon amie qui est en train de rire parce que elle sait pas quoi faire. Finalement, ça fait bien. Tout a bien été. Puis l'hôtesse de l'air, elle m'a pris en amenant en avant. Puis comme tout a bien été. Mais c'est ça, c'est la proximité, c'est de voir qu'il y a quelqu'un qui est là, qu'on n'est pas compris, mais qu'on est, c'est ça, accueilli. Mais je retiens que c'est pas juste d'accueillir, c'est d'être là pour la personne. Puis je pense que, on l'a dit tantôt, ça peut être anxiogène aussi, puis ça peut peut-être pas tomber dans le stress, mais ça peut être un peu de l'inconnu pour une personne d'assister l'autre qui fait de l'anxiété, puis de pas savoir je vais être là combien de temps, de quoi ça va avoir l'air, est-ce que je vais être là 5 minutes, je vais la toucher, le contact peau à peau, puis ça va bien aller, ou bien est-ce que ça va se prolonger, dans quoi je vais m'impliquer. Mais je trouve ça intéressant parce qu'en ce moment, on est en train de fournir un peu des guidelines, des indications aux gens qui écoutent. Comment aider un proche qui fait de l'anxiété? Comment accompagner? Mais là, moi, je veux vous entendre, les filles, parce qu'on s'en va vers les dernières minutes de notre épisode, puis je sais, on pourrait parler tellement longtemps. C'est quoi les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui nous écoute présentement, qui en fait de l'anxiété, qui n'a peut-être pas été consulté ou qui a été consulté, mais vous avez besoin de la réconforter maintenant, cette personne-là? Qu'est-ce que vous avez besoin de lui dire pour qu'elle se sente comprise et entendue en tant que personne qui souffre elle aussi? Peux-tu commencer, Sophia? Je peux y aller. Écoute, en tant que personne qui, dans la dernière année, a été très échaudée et a fait un énorme travail sur soi par rapport à ça, je pense que c'est important d'accueillir l'émotion et de la vivre. Aussi déplaisante qu'elle puisse être, là. Oh, wow. C'est de l'accueillir puis de la vivre, puis d'aller chercher une aide si tu en as besoin. Si tu aimes mieux la vivre seule puis qu'il faut que tu la vives seule, ben vis-la seule, mais de ne pas essayer de fuir cette émotion-là ou de la refouler parce qu'elle va finir par revenir puis comme 10 fois plus intensément. Moi, j'ai toujours été dans le refoulement, j'ai toujours été dans l'évitement. Maintenant, j'essaye, puis c'est pas facile là, comme processus, c'est vraiment difficile, mais d'accueillir et de prendre le temps de vivre cette émotion-là désagréable,
Puis à force de faire ça, on développe une certaine tolérance, ou du moins ça devient Une confiance moins. peut-être? Oui, puis ça J'aime mieux la devient confiance moins que la intense. tolérance. Oui. Ouais. En fait, c'est qu'on devient un peu. Plus apte? On se désensibilise un peu par rapport à cette Ah. émotion-là. Quand Ok. on apprend à la vivre, à l'accueillir, puis qu'à plusieurs reprises, ben c'est ça, Ou c'est on peut-être que l'apprivoise. En fait, je pense que c'est le meilleur mot, c'est ça, c'est plus l'apprivoiser. de l'inconnu, c'est du connu, donc C'est on ça, sait comment gérer exactement. ça. Genre. Exactement. Ouais. De l'apprivoiser, ben, en bout de ligne, son intensité va être de moins en moins pire à chaque fois qu'elle va revenir, si tu te laisses l'apprivoiser, Ah oui. versus si tu la fuis, si tu la refoules. Puis ça, c'est quelque chose, ça m'a pris du temps à comprendre, puis de la thérapie en Titi. Puis, mais maintenant, c'est ce que j'essaie de faire. C'est pas facile, hein? Quand j'ai des épisodes anxieux, c'est vraiment pas facile, mais maintenant, je me laisse accueillir l'émotion. Puis, je prends le temps de solliciter des personnes de confiance quand je sens que j'en ai besoin, sans avoir honte, sans me dire que je suis lourde, que je suis envahissante, que peu importe. Regarde, si j'en ai besoin, puis au pire, ils mettront leurs limites. Puis, écoute, il y aura toujours des ressources disponibles. Mais c'est ça, de prendre le temps de solliciter, puis de prendre le temps d'accueillir et d'apprivoiser l'émotion, de se laisser la vivre, en fait. J'adore le conseil. Marie-Chantal, t'en penses quoi? Mais je vais un petit peu sur la même lignée, mais aussi de se rappeler qu'il n'y a aucun sentiment, émotion qui est éternel, qui est éternel, tout finit par passer. Si on me disait il y a 2 ans, dans 2 ans, tu vas être rendu là, ben, je l'aurais pas cru parce que j'ai énormément avancé en tant que personne. Puis on est tous capables de faire un travail sur nous. Puis je réitère, si on a besoin d'aller chercher de l'aide, d'y aller. Si on est gêné, ben, d'en parler à quelqu'un de confiance, justement, pour que la personne puisse nous aider, justement. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un prof, ça peut être n'importe qui, mais justement, de ne pas hésiter, de ne pas avoir honte parce que c'est une force d'aller chercher de l'aide. C'est une force de reconnaître que ça va moins bien. Puis c'est ça, comme je dis, il n'y a rien qui est éternel. On est tous capables de travailler sur nous. Il faut juste un petit peu la volonté, puis la volonté, elle vient, puis plus le temps avance, puis plus on est capable de justement de vivre avec notre anxiété, parce que aujourd'hui, je vis super bien avec ça, puis comme je vous disais tantôt, en fin de semaine, j'ai été tout seule pendant 4 jours, puis je suis bien là. Donc, c'est ça, c'est juste d'accueillir, puis d'accepter aussi, là. Oui. C'est tellement bien dit, les deux. Vas-y, Sophia. Oui, excuse, j'allais juste terminer sur un petit point là, pour faire du pouce sur ça. Tu sais, c'est différent pour chacun. On a chacun des choses qui nous font du bien. Des fois, moi, je suis pas capable de parler. Je suis pas capable, genre, on dirait, mettons, de prendre le téléphone puis d'appeler une amie ou d'appeler quelqu'un de la famille ou peu importe. Puis de dire là, live, là, je me sens comme ça. Mais je vais l'extérioriser, par exemple, en écrivant. Trouvez-vous des exutoires qui vous font du bien puis qui répondent en fait à vos besoins. Moi, c'est l'écriture souvent. Des fois, je ne suis pas capable de prendre la ligne, je ne suis pas capable de verbaliser, de parler, mais de l'écrire, là, de juste vider mon sac sur écrit, là, ça va faire le même effet. Puis ça, c'est ça pour moi, c'est peut-être différent ça doit être différent pour tout le monde, mais trouvez-vous quelque chose qui peut vous servir d'exutoire comme ça. Ça peut être le sport, ça peut être peu importe. Il y a des exutoires qui sont sains. Hein? On peut avoir tendance à tomber dans des comportements problématiques, que ce soit la consommation, que ce soit certaines personnes la mutilation, que ce soit l'addiction, c'est ça, que ce soit peu importe les comportements à risque, peu importe, un exutoire qui soit sain. Hein? Évidemment, je tiens à le préciser. Là. Fait que, Sophia, Marie-Chantal, merci tellement d'avoir partagé avec nous votre vécu, votre histoire. Ça prend beaucoup de courage, j'ai envie de dire, de confiance aussi, puis de vulnérabilité. On est très, très reconnaissante d'avoir pu partager ce moment-là avec nous, puis vous allez certainement aider plein de personnes. Je m'inclus là-dedans, là, j'ai beaucoup appris. J'ai vraiment apprécié vous écouter là-dessus. J'en reviens pas de votre courage là, face à toute votre situation. C'est assez impressionnant. Puis pour toutes les personnes qui nous écoutent, si vous avez besoin d'aller chercher de l'aide, si vous sentez que vous voulez vous outiller par rapport à comment vous vous sentez par rapport à l'anxiété, le stress, peu importe, on a quelques outils pour vous, puis on va les mettre dans la barre d'infos aussi, dans la boîte à outils, de l'épisode. Donc, au Québec, on a le Centre de crise de Québec, service spécialisé en intervention. Elsa m'a aussi fait mention du PECH, je crois que c'est comme ça qu'on dit? PECH, PECH, désolée. Puis au Canada, on a l'espace Mieux-être Canada. Donc, ces 3-là sont vraiment ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. N'hésitez pas à les consulter. Je pense que c'est important. Puis, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide.
Puis Je je me dirais permets que aussi d'ajouter... excuse-moi. mais j'allais Aux juste ressources, là. assurer que pêche, si tu veux compléter avec ta ressource aussi, ce qui est génial, tantôt on parlait d'un contact humain, pêche des intervenants qui se déplacent. Oui. Donc, on n'est pas juste au contact, au téléphone avec une personne, bien que ça peut être intéressant pour certains, mais n'hésitez surtout pas avec le contact humain. Là. Ah, c'est Ouais. génial, Pêche. Je travaille en relation d'aide, puis c'est un organisme vers lequel on réfère très souvent. Mhm. Puis, j'allais dire là aussi, une autre ressource au Québec, c'est Info Social, le 811. Oui. N'hésitez pas, hein. Il y a des travailleurs sociaux, c'est une ressource là, accessible en tout temps. Fait que, Vraiment. Wow. Mais merci beaucoup, les filles.